Il a vécu son enfance au Congo, où sa mère fut l'avocate de Patrice Lumumba. Il retient de cette enfance les magnifiques paysages du fleuve, mais aussi, et peut-être surtout, une époque de fin de règne où la colonisation vivait ces dernières années. Revenu en Belgique, il va très vite s'engager en présidant notamment une association d'étudiants verviétois, puis ce sera la politique au Parti socialiste avec la longue carrière qu'on lui connaît. Une préférence pour lui, sans doute le perchoir à la communauté française, où il a pu mettre pendant plusieurs années ses talents de diplomate au service du bon fonctionnement du Parlement. Dans son album, Jean-François Istas nous parle aussi de culture, avec le projet de rénovation du Grand Théâtre de Verviers et de Télévestre, dont il fut le premier administrateur délégué. Jean-François Istas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'album. On va apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes déjà très connu sur le plan de la vie publique. Ici, on va découvrir d'autres facettes du personnage avec certaines de vos passions qui sont aussi connues, hein, notamment l'égyptologie. Oui. On sait que vous êtes féru justement d'Égypte antique. On en parlera tout à l'heure. On commence par des photos d'enfance. Vous voici avec votre maman. Oui, car j'ai effectivement, à l'âge d'1 an, été avec mes parents vivre au Congo belge de l'époque. C'était Standéville, Kisangani à l'heure actuelle. Et le souvenir d'enfance que j'ai, c'est le fleuve Congo, évidemment, qui est immense. Et pour un enfant, surtout, c'est un grand souvenir. Alors vous êtes parti dans quelles circonstances? En fait, mon père était ingénieur civil et il a été approché par une société privée pour faire des travaux publics au Congo. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils m'ont emmené, forcément. Nous habitions Bruxelles au début. Et puis ma mère, qui ne travaillait pas, s'embêtait. Elle a décidé de s'inscrire au barreau. C'était peut-être quelque chose de très sulfureux. En Afrique centrale, une femme qui allait être avocate. Elle était avocate, effectivement. Elle était l'avocate de Patrice Lumumba. Puis elle était engagée par le gouverneur de la province, qui est la plus haute autorité coloniale, pour préparer les actes de l'indépendance en 1960. Oui, donc ça se passe vraiment dans les dernières années de la colonisation. Juillet 60, c'est la décolonisation du Congo. Alors vous êtes tout petit, mais vous vivez ça comment? On sent ce climat qui est un climat difficile. Hein, oui. J'étais fort petit, évidemment, donc je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, mais je me souviens des tensions, des émeutes, y compris à Stanléville. Donc il y avait une inquiétude générale qui se ressentait dans la communauté belge de l'époque. Et qui a abouti effectivement à l'indépendance et malheureusement au chaos, puisque les Congolais, que j'apprécie toujours beaucoup à l'heure actuelle, n'étaient pas du tout préparés à en fait, prendre ses responsabilités d'État. Alors vous parlez de Lumumba que votre maman a défendu, figure charismatique, grande figure du tiers-monde, assassiné très jeune, donc Premier ministre quelques mois, et puis assassiné au Katanga, je pense. Oui. Elle vous a parlé de lui? Oui, donc elle m'a toujours dit que c'était un personnage exceptionnellement intelligent, qui était en fait n'était pas du tout communiste, comme on le faisait passer à cette époque-là, c'est le motif pour lequel il était assassiné en fait. Pas du tout communiste, il était nationaliste. Il était Premier ministre élu du Congo, qui était démocratique au mois de juin 1960, et il voulait exercer toutes les prérogatives d'un Premier ministre d'un État indépendant. Ce qui lui a fait prononcer un discours rendu célèbre face au roi belge de l'époque, qui était très très mal ressenti en Belgique, et puis quelques mois après, à son assassinat, effectivement. Assassinat donc au Katanga, son ennemi c'était Tshombe, et la Belgique a eu un rôle pas très clair. Oui, il y a une commission parlementaire qui l'a démontré, effectivement, nous sommes responsables de sa mort, ça c'est clair. Alors on poursuit avec cette deuxième photo. Je pars du Congo. J'aimais bien cette photo, toujours avec ma mère, parce qu'on voit un avion Sabena. Et à l'époque, c'était le lien avec la Belgique, c'était même le lien à l'intérieur du Congo. À part aller en bateau à Léopoldville, à Kinshasa, on ne pouvait pas se déplacer. Dans le Congo, c'est pratiquement impossible. Donc l'avion était essentiel. La Sabena assurait ses lignes. Et puis j'ai le souvenir alors que les pilotes de la Sabena ont joué un rôle héroïque en juillet 1960, quand il a fallu faire un pont aérien improvisé pour ramener les Belges en Belgique. On écoutait les radios courtes à l'époque pour savoir si les proches étaient sauvés. Donc c'est un souvenir, là j'avais 9 ans, mais je me rappelle très très bien. C'est à ce moment-là que vous revenez, au moment de l'indépendance? Tout à fait. D'accord. Pour la petite histoire, oui, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, je suis revenu à l'âge de 9 ans, mais je rentrais en Belgique tout seul, je n'étais pas accompagné, et ça ne posait aucun problème. Donc vous voyez, maintenant, quand on parle des mineurs, c'est autre chose. Oui, c'est ça a changé. Alors, ça se passe comment? Quand on a vécu toute son enfance justement en Afrique, et puis on arrive en Belgique,
le changement est rude. Rude, parce que forcément, les programmes scolaires n'étaient pas les mêmes, donc j'ai eu des difficultés d'adaptation. Et puis la vie était évidemment totalement différente en Belgique. Mais j'ai toujours eu cette nostalgie et envie d'y retourner. J'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir y retourner quand j'étais parlementaire, puis président du Parlement. J'étais en fait le premier président d'un Parlement étranger à visiter l'Assemblée nationale et le Sénat qui venaient d'être élus en 2006, tout premier. Et j'ai eu l'occasion de développer comme président du Parlement un programme de collaboration, de coopération, de partenariat tout à fait original entre les assemblées provinciales, qui sont des assemblées élues au Congo, et le Parlement de la communauté française. C'est un programme qui continue toujours à l'heure actuelle. C'est pas un État fédéral, le Congo, mais quand même décentralisé. Il y a des ressemblances. Donc, les provinces, par exemple, jouent un rôle important, un peu comme nos communautés. Par exemple, la compétence de l'enseignement est une compétence des provinces. Évidemment, dans un tout autre contexte, vous imaginez, que la Belgique. Mais il y avait des parallèles. Et le fait que les députés provinciaux sont élus également au suffrage universel en même temps que l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ça crée des rapprochements avec la communauté. Et nous, on a été expliqué finalement, parce que toutes ces personnes qui ont été élues en 2006 n'avaient jamais vécu dans un régime démocratique, bon, on leur a expliqué comment on faisait. Et ils en ont, j'espère, retiré des leçons. Ce sont des missions toujours à haut risque, parce que c'est quand même l'ancien pays colonisateur qui vient là-bas. On a beau dire faisons table rase du passé, dans les esprits ça reste toujours ça. Alors, vous êtes reçu comment et comment agir pour se comporter dans le respect évidemment du pays, de ces nouvelles institutions qui viennent d'être mises en place? Mais je vais vous dire, c'est assez étonnant, parce que les Congolais, donc tout ça s'est passé en 1960, donc il y a 50 ans forcément. Et les Congolais qui n'ont pas connu cette période, ils sont les plus nombreux, ont gardé finalement un souvenir très positif. Assez curieusement de la Belgique. C'est un des seuls pays au monde, la Belgique est toujours considérée comme une grande puissance, et où ils appellent vraiment de tout leur cœur que nous revenions. C'est assez étonnant. Ça, c'est vraiment on parle souvent des Chinois qui s'emparent de l'Afrique, donc il y a toujours de la place pour nous, mais selon des termes bien évidemment différents. Et je pense que si on avait encore des entrepreneurs pleins d'action, il y a là tout un champ d'investissement, parce que c'est un pays, c'est un scandale géologique, a-t-on dit. Oui, c'est ça. C'est un pays extrêmement riche, en fait, qui a plein de possibilités, avec une population qui est extraordinairement ingénieuse, donc il y a plein de possibilités d'investissement. On entend dire d'ailleurs que aujourd'hui, les pays émergents, c'est déjà une étape franchie et que maintenant, c'est vraiment l'Afrique où vont se développer les... Regardez ce qu'est devenu le Brésil ou l'Inde. Je suis persuadé qu'un jour, le Congo, lorsqu'il aura retrouvé ses bases étatiques solides, disons, fera partie de ces grandes puissances émergentes. Alors, nous voici... Là, on est en Belgique, on est à Verviers. Ça, c'est ma période étudiante. Je dois vous dire que j'ai perdu mon père assez jeune, donc j'ai été élevé par ma mère, que j'étais enfant unique. Donc j'ai passé beaucoup de temps à écouter la radio, on va y revenir. Et j'étais très seul, finalement. Et pour moi, l'université, c'était le moment où je me suis ouvert, finalement, aux autres, où j'ai découvert la question sociale, que j'ignorais. J'étais dans un milieu pourtant un peu bourgeois. Et on a créé à Verviers, c'était dans l'effervescence de 68, on a créé une union des étudiants qui comptait plus de 1000 membres à Verviers, donc étudiants universitaires, hautes écoles, les rhétoriciens aussi. Et il y avait une ambiance extraordinaire, ça s'appelait l'UGEV. Et voilà ici une des photos qui me reste de l'UGEV, où manifestement on s'amusait bien, mais on ne faisait pas que cela. On avait aussi pas mal d'études politiques et autres. Et je me souviens par exemple que le bourgmestre de Verviers de l'époque, Marcel Counson, venait boire son verre très très régulièrement. Il aimait beaucoup faire ça avec des jeunes. Et des gens comme André Blavier, par exemple, étaient là pratiquement en permanence. Donc c'était de grandes années, vraiment. C'était avec ma femme et ma fille. La famille. La famille. Ma femme a été entraîneur national de gymnastique, ancienne. Elle a participé aux Jeux Olympiques. Une grande gymnaste. Une grande gymnaste, pardon, elle est allée aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et ma fille est étudiante et puis maintenant elle enseigne les matières du tourisme. D'accord. Voilà, nous sommes au Parlement, je suis dans mon bureau de président du Parlement de la communauté française. J'exerce un rôle très officiel, mais j'ai aussi des visites officieuses. Mais voilà, quelqu'un de célèbre qui n'a pas son nœud papillon, donc c'est vraiment une visite officieuse et amicale. Donc ça me donne l'occasion de dire que le rôle d'un président de Parlement n'est pas très connu finalement, alors que c'est un rôle important. On n'a pas de pouvoir personnel, bien entendu, mais vous êtes là finalement pour que tout fonctionne. C'est un rôle assez extraordinaire. Il faut beaucoup de diplomatie, beaucoup d'écoute. Vous avez le gouvernement, vous avez le Parlement. Dans le Parlement, il y a la majorité qui doit soutenir le gouvernement pour que le gouvernement puisse agir. Il y a l'opposition qui doit critiquer, évidemment, ce que fait le gouvernement, qui doit faire des contre-propositions. Eh bien, vous êtes là pour que tout le monde puisse s'exprimer et travailler démocratiquement
pratiquement. Et puis vous êtes là aussi pour assurer la représentation de la communauté française dans le monde. Et ce n'est pas rien, quand on sait que nous faisons partie de la francophonie mondiale, plus de 70 États dans le monde. Donc il y a vraiment une place pour la diplomatie parlementaire, comme on dit. Et c'est le président qui doit faire cela. Donc je l'ai fait pendant 5 ans et pour moi c'est un très très grand souvenir. On vous sentait heureux dans cette fonction? Tout à fait. J'essayais de l'incarner au mieux de mes possibilités et je suis vraiment très content de l'avoir fait. Dans les personnalités socialistes qui vous ont le plus marqué, les Belges ou au niveau international, quels sont les noms qui peuvent ressortir? Je dirais au niveau international, et c'est d'actualité, François Mitterrand. Oui, 30 ans, hier on fêtait les 30 ans de son accession au pouvoir. Hein. Je ne sais pas si c'était un grand socialiste, mais il était tellement meilleur que les autres. Par comparaison, c'était un grand socialiste. Et puis, il incarnait la France, il incarnait les la institutions. fonction présidentielle, oui. C'est d'ailleurs très étonnant par quelqu'un qui a écrit un livre qui était le coup d'État permanent. Il a pris la mesure finalement des institutions de la Ve République qu'il avait reçues en legs du général de Gaulle finalement. Et il a su les utiliser d'une autre façon, avec, surtout à sa première élection, cette incarnation, cet espoir qu'il représentait pour les jeunes Français, notamment de changement, de changer la vie, c'était le slogan de l'époque. Donc cet espoir était extraordinaire. Avec des avancées, suppression de la peine de mort à l'époque et d'autres avancées. Tout à fait. Et au niveau institutionnel aussi, quelqu'un qui a fait fonctionner les institutions, c'est lui qui a inventé la cohabitation, par exemple, aussi, qui paraît normal maintenant. Voilà. À l'époque, c'était presque la crise de régime. Tout à fait. Oui. Et au niveau national, alors je dirais peut-être Elio Di Rupo, surtout qu'il va manifestement continuer sa mission de président du parti, à moins qu'il ne devienne Premier ministre, c'est ce que je lui souhaite, parce que c'est une personnalité extrêmement sensible, extrêmement intelligente. Je crois qu'il a mené le Parti socialiste à un niveau très très élevé, et je pense vraiment que sans lui, on ne serait pas arrivé aussi haut. On poursuit, voilà. C'est une photo à la fois à Verviers, puisque je suis échevin des finances et de la culture, et de l'agriculture, ce qui n'est pas un jeu de mots. Ah oui. Là, c'est une photo qui est récente, qui a été prise avec la ministre Fadila Lanan et Michel Corin, qui est à la gauche de la photo, et qui montre l'inauguration de Verviers-Ville-des-Morts. Alors, je trouve que c'est une belle réalisation pour Verviers. Nous avons été choisis par la communauté française pour être cette ville des morts internationale, finalement. Ça s'est passé très bien. Comme nous avions très peu de temps pour le préparer, que nous étions en retard sur le programme de la communauté, on a fait un appel à projet, notamment pour les associations. Vous avez été submergés? Submergés de projets, on en avait une centaine. Le TDVS y a participé, je vous remercie. Donc c'était vraiment... Et quand on dit qu'il ne se passe rien à Verviers, voilà la preuve contraire qui était donnée, parce que c'était vraiment un mouvement de tous les terrains, de toutes les associations qui on va essayer de maintenir le mouvement. Maintenant, on fait des réunions d'évaluation et autres. Parce que je crois qu'on a vécu quand même un moment intéressant, culturellement en tout cas, à Verviers. Les associations ont envie de travailler ensemble et c'est bien. Oui, très bien. Ceci, c'est un autre contexte. Ça, c'est mon aspect européen. Oui. Donc, je suis membre depuis 8 ans du Comité des régions de l'Union européenne, que peu de monde connaît. Donc, en fait, c'est une institution reconnue par le traité d'Amsterdam et par le traité de Lisbonne. C'est un comité consultatif qui réunit les délégués des régions et des communautés, des grandes provinces, des grandes capitales de toute l'Europe. Donc de l'Union européenne, de 27 États membres. Nous sommes 350, il y a 22 langues de travail, ça c'est l'Europe. Et qu'est-ce qu'on y fait? Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on est chargé en fait de donner un avis sur toutes les décisions européennes, surtout de la Commission et du Conseil des ministres et du Parlement européen, qui ont un impact dans les régions et communautés. Mais ça veut dire pratiquement toutes les décisions, vous prenez tout ce qui se passe dans les régions et communautés. Donc on a beaucoup d'avis finalement à remettre, et ce qui est important, c'est que ce sont des avis préalables. Donc ça nous permet d'étudier les dossiers avant les instances européennes pour leur remettre un avis. Et ce comité qui était très peu fréquenté, y compris par les commissaires européens, je peux vous dire maintenant qu'ils viennent tous au comité des régions, ils amendent leurs projets de directives et autres devant le comité des régions. Donc on a pris du poids et je m'en réjouis. Ça c'est une réponse à ceux qui disent l'Europe si distante, si peu sur le terrain, qui prend des décisions. On prend souvent l'exemple des produits régionaux, on décide à Bruxelles de telle ou telle directive ou règlement, et puis sur le plan local, par rapport à des traditions, par rapport à une façon de vivre, ben, ça vient percuter et ça démolit tout. Là, c'est là qu'on peut en discuter. Très concret.
Et vous avez tout à fait raison, c'était une des conclusions après l'échec des référendums sur l'Union européenne en traité constitutionnel en France et aux Pays-Bas. Une des conclusions officielles de l'Union européenne est de dire qu'il faut pousser le comité des régions parce que c'est là qu'on parle de façon la plus concrète des choses. Finalement. On n'est pas encore au droit de veto. Exactement. Oui, mais ça pourrait arriver. Donc c'est un rôle extrêmement intéressant que je joue avec beaucoup de plaisir, je dois dire. Alors, ah oui. Les télévisions locales et les médias, ça c'est une vieille passion. J'ai été administrateur de l'RTBF, j'ai un peu tout fait moi à l'RTBF, et puis dans les TV locales aussi. Vous êtes un des fondateurs de TVF, vous avez été le premier administrateur délégué. Merci. Et puis président pendant plusieurs années de la fédération. En effet. Je crois aux télévisions locales. J'ai toujours pensé que le pluralisme dans l'information nécessitait beaucoup de sources d'information. Donc je suis toujours très effrayé quand on me dit que la presse écrite pourrait être réduite à un seul titre, par exemple. Comme je trouve que dans l'audiovisuel public, dans le service public de télévision, il est bon qu'il y ait 3 sources. Il y a les télévisions locales, il y a l'RTBF, il y a aussi TV5. Donc il faut garder cette pluralité de sources. Et pour les télévisions locales, c'est l'information locale, c'est la spécificité des télévisions locales. Alors je pense que les télévisions locales sont à un tournant un peu difficile pour le moment. La formule du passé, elle s'use. Et on cherche pour le moment une nouvelle formule. Je crois que TVF est à la pointe d'ailleurs dans on participe activement, oui. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir se réaliser parce qu'évidemment à Bruxelles on voit les choses un peu différemment. Donc il faut pouvoir exprimer aussi ce que nous on ressent au niveau local. Vous les voyez comment évoluer? Donc on a par exemple l'idée de faire une chaîne avec les principales productions propres de chaque télévision locale. Sur des terrains aussi qui ne sont pas sûrs, qui sont occupés normalement par l'RTBF. Donc là, il y a quelque chose, à mon avis, de très bon, qui pourrait être plurilocal en quelque sorte, qui pourrait intéresser surtout les téléspectateurs. Donc moi, je pense à ce projet-là, je pense que c'est une bonne chose. Voilà une autre photo, donc là, c'est le domaine culturel alors. Ah oui, donc d'abord Frédéric François. Si vous regardez bien à l'extrême gauche, il y a Steve Houben. Ah oui, il est là-bas, oui. Donc il y a beaucoup de sens dans cette photo. D'abord, c'est au Grand Théâtre de Verviers. Et là, je souhaite vraiment qu'on puisse le rénover parce qu'il est dans un état vraiment pitoyable. Je pense que dans la prochaine législature communale, ça va être... C'est un objectif prioritaire. Ah oui, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Oui, il faut vraiment maintenant le rénover et en faire vraiment un outil culturel régional, ce qu'il est, me semble-t-il. Mais il faut qu'il le devienne tout à fait... C'est un appel que vous lancez à qui ? À tout le monde, aux communes, aux particuliers, Verviers-toi aussi. On a une grande richesse dans nos mains et il ne faut pas le laisser filer. Donc il faut vraiment récupérer ce bâtiment. Les communes, les particuliers, Verviers-toi, ça ne suffit pas. Il y a aussi d'autres échelons. Le subside, bien entendu, il faudra mobiliser des fonds de la communauté, de la région, de la province, peut-être de l'Union européenne aussi. Enfin, on a une grande mission de pèlerin financier à accomplir. Mais la première tâche est de savoir aussi ce qu'on veut faire de ce grand théâtre. Quel est le projet culturel? C'est ça qu'on est en train de déterminer à l'heure actuelle. Un autre sens, c'est que la programmation évidemment est très importante. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire au théâtre. Je crois qu'on réfléchit à l'avenir de ce point de vue-là. Et puis alors, il y a Frédéric François et les artistes. Là, je vais en dire un mot parce que je suis très respectueux des artistes. Je trouve qu'ils font un métier très difficile, surtout pour le moment. Frédéric François est quelqu'un au grand cœur, c'est quelqu'un de remarquable. Ça permet de dire que moi, je suis un adepte du pop-rock que j'adore. Et je vous l'ai dit tantôt que j'étais très seul quand j'étais jeune, donc j'écoutais beaucoup la radio, salut les copains. Mais tout ça faisait partie de l'imaginaire. On écoutait des 45 tours à l'époque. Facebook, à l'heure actuelle, vous permet de voir, donc de visualiser toutes ces chansons des années 60 et 70. Oui. Et j'ai beaucoup de plaisir à les mettre sur mon mur, par exemple. Vous êtes un internaute assidu, hein? Oui, depuis le début. Et figurez-vous qu'au début, je pensais que c'était lié à la télévision. Je ne savais pas surtout ce qu'était l'informatique, mais il y avait des écrans. Je me dis, ça, c'est des écrans, c'est la télévision. Et comme j'étais intéressé par la télévision, je me suis vite rendu compte, à l'époque, c'était encore pratiquement les cartes perforées, que ce n'était pas du tout ce que je pensais. Mais je pressentais que ça allait devenir très très important en quelque sorte. Ah oui. Et je m'y suis mis très tôt. J'étais un des premiers parlementaires à être élu internaute. Je suis membre de l'Internet Society, je suis membre de l'ICANN, qui est l'organisme mondial qui répartit les noms d'appellation. Donc voilà, je fais tout ça depuis longtemps. Ça, c'est une autre passion, c'est l'Égypte. Là, je suis sur le Nil, évidemment. Le Nil qui nourrit l'Égypte. L'Égypte est un don du Nil, a dit Hérodote. Là, je suis sur le Nil, en Djellaba, et je dois vous dire que j'y vais le plus souvent possible, que je vais aller là très prochainement, et que moi, c'est une terre d'origine. D'où vient cet attachement à l'Égypte?
à pur hasard. Donc je ne suis pas du tout égyptologue, je suis juriste et maître en management public, mais je me trouvais à l'Université hébraïque de Jérusalem, où je faisais des études, et franchement, je m'embêtais. Alors j'ai fait tous les musées de Jérusalem qui contiennent beaucoup de vestiges égyptiens. Là, j'ai été vraiment fasciné. Et je me suis mis, c'était il y a près de 40 ans maintenant, je me suis mis à dévorer tout ce que je pouvais lire. Et alors, sans être égyptologue, j'ai quand même appris beaucoup. Ce qui me permet de faire des petites conférences. La dernière, c'était Cléopâtre. Oui, vous en faites régulièrement. Tout à fait. Et là, c'est une photo à la mode égyptienne. On présente les humains, en quelque sorte, au pied des dieux. Ce que j'ai fait ici, vous me voyez tout en bas, oui. Derrière des statues osiriaques, c'est-à-dire qui représentent Osiris, qui est le dieu d'Occident, le dieu des morts, mais aussi le dieu de la régénération végétale. Donc c'est un dieu extrêmement important dans la mythologie égyptienne, qui est associé à Isis. Et j'aurai l'occasion de, dans une nouvelle conférence, en parler d'ailleurs. Ah oui. Ceci, c'est une photo qui a été prise au temple de Karnak, à Luxor. Ah, Karnak, ok. Et voilà précisément Isis, sous les traits d'une reine du Nouvel Empire, la reine Tiye, Amenhotep III, 18e dynastie. Elle se trouve au musée de Turin. Donc Isis, c'est l'épouse d'Osiris, c'est la femme parfaite, la femme fidèle, la femme qui élève son enfant, qui le protège même. Son enfant est Horus, qui allait devenir le premier grand pharaon d'Égypte. Donc cette mythologie est très très riche, très très riche. Qui s'intéresse à l'Égypte, me semble-t-il, est toujours quelqu'un qui a beaucoup de questions, d'interrogations métaphysiques. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que l'Égypte nous a transmis un autre mode de pensée, très différent du nôtre. Donc penser simplement au fait que pour les Égyptiens, le soleil qui se lève à l'est se couche à l'ouest et pendant toute la nuit refait le parcours inverse dans une zone mystérieuse en quelque sorte pour renaître le matin à l'est. Ça veut dire qu'il ne naît jamais deux fois automatiquement en quelque sorte. D'accord. Donc ce n'est pas une erreur scientifique, c'est un mode de pensée où le temps n'a pas la même signification. C'est un tout autre mode de pensée dans lequel il faut d'abord s'imprégner, il faut d'abord plonger pour essayer de comprendre cette pensée. Alors je ne dis pas que je suis convaincu par la pensée égyptienne, mais cette gymnastique de l'esprit de dire que notre pensée finalement n'est peut-être pas la seule, qu'il y a d'autres modes de pensée tout aussi intéressants, qui sont allés tout aussi loin que nous d'ailleurs sur le plan métaphysique, eh bien ça c'est passionnant. Et ça c'est l'objet de ma vie depuis des années. Ça fait un peu penser aux Aztèques qui avaient des cycles d'à peu près 30 ans. Et qui pensaient que la fin du monde au terme d'un cycle de 30 ans pouvait arriver. Ils attendaient ce grand soir où elle n'arrivait pas, on allumait des feux de colline en colline pour faire passer le message dans tout le pays qu'on repartait pour un nouveau cycle de 30 ans. Tout à fait. Alors, ah oui, voilà l'Égypte tout à fait contemporaine. Donc cette photo, je la trouve extraordinaire. C'est la révolution de la place Tahrir, il y a quelques semaines à peine. Donc cette photo vous montre une révolution, parce qu'on n'a pas de photo de la Révolution française, oui. Donc on ne peut pas s'imaginer ce qu'a pu être une révolution, mais voilà une révolution qui est en marche, une révolution démocratique qu'on ne peut que soutenir. Évidemment, nous, on doit tout faire, me semble-t-il, pour qu'elle réussisse, comme dans tous les autres pays où ça se passe pour l'instant, la Tunisie, la Libye, la Syrie, voilà. et d'autres, et d'autres. Mais là, vous avez une photo de la révolution égyptienne, en plein cœur du Caire, sur la place Tahrir. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout s'est passé. Et alors, si vous pouvez distinguer, tout au-dessus à droite, il y a un grand bâtiment qui est en granit rose, c'est le musée d'Égypte, du Caire. Donc ça c'est extraordinaire, c'est un peu comme si les pharaons assistaient finalement à la révolution. Je trouve cette image extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que les premiers jours, il y a eu des exactions, il y a eu des vols et pillages dans le musée. Et c'est la population elle-même qui a fait un rang finalement autour du musée, 24 heures sur 24, pour protéger le musée. Donc c'est la population qui a protégé son patrimoine. Et ça c'est un signal, parce que c'est véritablement une révolution démocratique, ce ne sont pas des fanatiques, on n'est pas en Afghanistan attiré sur les statues géantes. Voilà. On est vraiment dans un autre processus, c'est une jeunesse qui veut vivre comme nous dans la démocratie. Vous avez raison, c'est les jeunes, et c'est les jeunes qui veulent vivre comme nous. Et ça, c'est assez extraordinaire et on doit les aider. Je crois d'ailleurs que nous avons une chance extraordinaire, notre génération. Je suis un Européen convaincu. Le projet européen, pour moi, c'est la principale mission que nous ayons à remplir dans notre vie. On a pu s'ouvrir à l'Est au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique. On a pu non seulement s'ouvrir, mais assimiler finalement des pays de l'Union européenne qui fait qu'on est maintenant 27.
Eh bien, je trouve qu'il se passe quelque chose de semblable en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Alors, je ne dis pas qu'il faut en faire des États membres de l'Union européenne, je ne dis pas ça, mais je dis qu'il faut absolument développer nos relations. Ce sont nos voisins. Et à la différence des pays de l'Est, nous avons une grande responsabilité pour avoir soutenu les régimes qui viennent de tomber. Ne l'oublions surtout pas. Oui. Vous avez raison. On va passer alors au livre que vous prendriez sur une île déserte. Mais ça ne va pas vous étonner, nous restons dans l'Égypte. Alors, je vais vous dire d'abord que je ne suis pas l'homme d'un livre. Moi, je suis l'homme de beaucoup d'écrits, finalement. Mais vous m'avez demandé celui que je prendrai avec moi sur une île déserte. Alors, c'est un livre qui s'appelle Erbach, qui est écrit par une Française qui s'appelle Schwaller de Lubis, dans les années 50. C'est une Française, je l'ai dit, égyptologue, mais qui a mélangé beaucoup l'égyptologie et l'ésotérisme, donc elle est tout à fait pas acceptée par les égyptologues classiques. Mais moi, elle me sidère. C'est 2 tomes. Le premier tome, c'est comme un roman de Christian Jacques. Vous avez un petit agriculteur qui est pressenti et qui se rapproche du temple, en quelque sorte, et on le voit se rapprocher du temple, puis franchir les portes du temple, devenir initié, il est initié. Et puis alors, dans le 2e tome, il est disciple, donc il fait une sorte de pèlerinage de l'esprit, pèlerinage spirituel, qui le mène vraiment au plus haut degré de l'initiation. C'est cette histoire de Erbach, c'est un jeu de mots d'ailleurs, parce que c'est très égyptien aussi. Erbach, ça veut dire pois chiche. En égyptien antique, ancien, mais ça peut avoir une autre signification. Erbach, ça peut être la face d'Horus, donc le visage d'Horus, donc le visage du principal dieu, Horus. Et en tant qu'initié, il veut se rapprocher et incarner finalement ce grand dieu égyptien. Donc vous voyez, un jeu de mots sur son propre nom, Erbach. Je trouve ça merveilleux. Et vous allez nous lire alors en conclusion de cette émission un extrait. Heureux celui qui pourra dire « J'ai passé ma vie à observer le ciel », c'est-à-dire les lois de Maat. L'homme passe, mais le ciel demeure. Toute vérité est en lui. L'histoire personnelle de l'individu n'est pas intéressante pour la postérité, car le destin d'un homme ne vaut que pour lui-même. Mais si son nom, son rythme et son mode d'action sont en accord parfait avec le rythme de son temps ou d'une phase déterminée, alors son nom pourra servir de base pour un thème d'enseignement. Ce sera l'histoire d'un nom et d'un moment, d'une genèse, sans souci d'un récit personnel. Et c'est ce qui explique que tant de milliers d'années après, nous soyons toujours intéressés à ce qu'ils ont fait. Merci à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour ouvrir un nouvel album. Bonne soirée à tous. À bientôt.